Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous continuons de nous intéresser aux infections urinaires. Toujours avec nous pour cet item, le docteur Anne Conrad. Bonjour docteur. Bonjour Anthony. Nous allons parler dès à présent des différents types d'infections urinaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une colonisation urinaire ? La colonisation urinaire correspond à la présence de bactéries dans l'arbre urinaire, avec ou sans leucocyturie, ça n'a pas d'importance, mais toujours sans symptômes. On l'appelait aussi un portage asymptomatique de bactéries auparavant. La colonisation urinaire est quelque chose de relativement fréquent, notamment chez la femme âgée. Elle ne doit être recherchée par un ECBU puis traitée par antibiotiques que dans 2 situations, au cours de la grossesse et avant une chirurgie sur les voies urinaires. Et quels sont les principes de prise en charge de la cystite aiguë simple ? Donc la cystite aiguë simple, comme on l'a dit dans le précédent épisode, survient par définition chez une femme jeune sans facteur de risque de complications. Ce qui va être important, c'est d'éliminer une pyélonéphrite à l'examen clinique. La bandelette urinaire est le seul examen indiqué. C'est une situation dans laquelle la pratique d'un ECBU n'est pas recommandée. On proposera ensuite une antibiothérapie probabiliste, soit par phosphomycine trométamol en dose unique ou en deuxième intention par pivmécilinam matin et soir pendant 3 jours. C'est seulement en cas d'échec de la prise en charge qu'il sera recommandé de prescrire un ECBU pour la documentation microbiologique. Mais il faut savoir qu'avec ou sans antibiothérapie, au cours d'une cystite, les signes fonctionnels urinaires mettent bien 2 à 3 jours à disparaître, donc il faudra prévenir la patiente de ce délai. Une petite particularité d'un point de vue bactériaux, après l'Escherichia coli, c'est Staphylococcus saprophyticus qui est la deuxième bactérie impliquée dans les cystites aiguës simples. Mais ça, on le voit rarement puisque habituellement, on ne fait pas de CBU dans cette situation. Et pour la cystite aiguë à risque de complications ? Alors là aussi, il faudra d'abord éliminer la présence d'une pyélonéphrite à l'examen clinique, rechercher également une rétention aiguë d'urine, donc 2 complications qui sont plus fréquentes sur ces terrains à risque de complications. L'ABU va avoir une valeur d'orientation, mais la pratique d'un ECBU sera systématiquement recommandée. En fonction de la gêne et de la demande de la patiente, lorsqu'elle est très gênée, on pourra lui prescrire une antibiothérapie probabiliste, c'est-à-dire avant la réception des résultats de l'ECBU. Cette antibiothérapie probabiliste comportera soit de la nitrofurantoïne, soit de la phosphomycine trométamol à raison de 3 sachets sur 3 jours. Et cette antibiothérapie sera secondairement adaptée aux résultats de l'ECBU. Mais à chaque fois que possible, il faudra essayer de différer l'antibiothérapie pour prescrire un traitement antibiotique d'emblée adapté au spectre le plus étroit possible. Les recommandations citent dans cette indication, par ordre de préférence, l'amoxicilline, puis le pivmécilinam, puis la nitrofurantoïne, puis la phosphomycine trométamol, 3 sachets, puis le trimétoprime. La durée de traitement sera de 7 jours, sauf pour le trimétoprime, 5 jours. Et donc j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de place, sauf exception, pour les fluoroquinolones dans cette indication. Et quand parle-t-on de cystite récidivante et que peut-on faire ? Alors les cystites récidivantes, c'est un vrai problème, c'est assez fréquent. On parle de cystite récidivante quand une femme a présenté au moins 4 épisodes de cystite sur l'année écoulée. La prise en charge doit être pluridisciplinaire. Dans un premier temps, à l'interrogatoire et à l'examen physique, on va rechercher des facteurs de risque de complications et des facteurs favorisant les récidives, parmi lesquels on peut citer les cystites qui surviennent après les rapports sexuels préférentiellement, c'est relativement fréquent, l'atrophie vulvovaginale de la femme ménopausée, les troubles de la statique pelvienne après des grossesses, une sténose du méa urinaire, etc. Donc il n'y a pas de bilan paraclinique standard, à part la recommandation d'effectuer au moins une fois un ECBU. Ensuite, en fonction de l'orientation clinique sur les facteurs favorisant les récidives, on pourra orienter la patiente vers un urologue, vers un gynécologue éventuellement. La prise en charge, elle reposera sur 2 volets. D'abord, les mesures hygiéno-diététiques pour essayer de diminuer l'occurrence des infections urinaires. Dans ce contexte, le plus important, c'est d'insister sur des boissons abondantes, mais surtout bien réparties
sur le nictémère avec des mictions régulières, non retenues, en particulier recommander les mictions après les rapports sexuels. Les gélules de proanthocyanidine à base de canneberge peuvent rendre service. En fait, les proanthocyanidines peuvent, à forte dose, inhiber l'adhésion des Escherichia coli aux cellules urothéliales qui tapissent la vessie et ainsi diminuer éventuellement la fréquence des cystites, mais le niveau de preuve n'est pas suffisant pour le recommander systématiquement, mais c'est quelque chose qu'on peut tenter. Enfin, il faudra favoriser un transit intestinal régulier, éventuellement se poser la question d'autosondage en cas de résidus post-mictionnels importants, etc. Deuxième volet, ça va être la prise en charge antibiotique. Lorsqu'une femme présente plus d'un épisode de cystite par mois, après avis spécialisé, on peut lui proposer une antibioprophylaxie, soit continue, soit discontinue, notamment à l'occasion des rapports sexuels pour les cystites récidivantes qui surviendraient préférentiellement à cette occasion-là. L'antibioprophylaxie repose sur soit la phosphomycine trométamol, maximum 1 sachet par jour, soit le trimétoprime. Le but de l'antibioprophylaxie va être de diminuer la fréquence d'infections urinaires symptomatiques, mais en aucun cas la stérilisation des urines, donc on ne vérifie pas l'efficacité par des ECBU. Lorsqu'il y a moins d'un épisode de cystite par mois, ce que l'on peut faire, c'est éduquer la patiente à la réalisation de bandelettes urinaires et lui remettre une ordonnance d'antibiothérapie par phosphomycine trométamol en avance afin qu'elle puisse auto-déclencher un traitement antibiotique en cas de cystite et donc favoriser son autonomie. Et comment prendre en charge une pyélonéphrite simple? Première chose à faire, c'est rechercher les signes de gravité. Signes de gravité respiratoire, hémodynamique, neurologique et puis aussi, comme on l'a évoqué la dernière fois, la présence d'une obstruction sur les voies urinaires. En l'absence de signes de gravité, la prise en charge ambulatoire peut être proposée si la patiente ne présente pas de troubles digestifs, que le contexte socio-familial est favorable, etc. Le CBU est le seul examen systématique, il n'est habituellement pas nécessaire, en tout cas pas recommandé, de faire de prise de sang. En termes d'imagerie, on peut proposer la réalisation d'une échographie rénale, s'il s'agit du deuxième épisode ou plus, ou si la patiente est particulièrement douloureuse. Au cours d'une pyélonéphrite aiguë simple, on va proposer une antibiothérapie probabiliste par fluoroquinolone, ciprofloxacine ou lévofloxacine, sauf si la patiente y a été exposée dans les 6 mois précédents, car dans ce cas-là, il y a un risque que les bactéries responsables d'infections urinaires soient résistantes au fluoroquinolone. Et l'alternative dans cette situation, c'est la prescription de ceftriaxone par voie intramusculaire, en ambulatoire ou par voie intraveineuse. Enfin, une dernière alternative en cas de contre-indication à ces deux classes d'antibiotiques, c'est une monothérapie par aminoside. L'antibiothérapie sera ensuite adaptée à la documentation microbiologique avec, là encore, choix d'un antibiotique au spectre le plus étroit possible. Les recommandations citent là par ordre de préférence l'amoxicilline, puis le trimétoprime sulfaméthoxazole, puis l'amoxicilline acide clavulanique, puis les fluoroquinolones, puis le cefixime et enfin la ceftriaxone. En ce qui concerne la durée de traitement, elle sera de 7 jours si on traite par fluoroquinolone ou une bêta-lactamine injectable pendant toute la durée de traitement. Sinon, la durée de traitement est de 10 jours. Le suivi est exclusivement clinique et un ECBU de contrôle ne sera à prélever que en cas de mauvaise évolution. Et quelles sont les différences de prise en charge des pyélonéphrites à risque de complications? Alors globalement, c'est la même prise en charge diagnostique et thérapeutique en ce qui concerne notamment l'antibiothérapie probabiliste puis secondairement adaptée. Les différences vont concerner les examens biologiques indiqués. Les recommandations de la SPILF proposent un dosage de CRP et une évaluation de la fonction rénale au moment de la prise en charge. D'autre part, il est recommandé de faire un uroscanner dans les 24 heures à la recherche d'une obstruction ou d'une autre complication. Et enfin, la durée de traitement sera de 10 jours minimum. Qu'est-ce qu'une infection urinaire grave et comment la prendre en charge?
Une infection urinaire grave, pour rappel, c'est une infection urinaire avec une obstruction sur les voies urinaires nécessitant un drainage interventionnel des urines et ou la présence d'un sepsis ou d'un choc septique. Donc c'est une urgence thérapeutique, le ou la patiente devra systématiquement être hospitalisée et dans ces situations, il est nécessaire de débuter rapidement une antibiothérapie probabiliste qui sera toujours double, associant une bêta-lactamine et un aminoside. Le choix de la bêta-lactamine va être guidé par la présence ou non de facteurs de risque d'infection à entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre étendu, donc on abrège aussi BLSE. Donc c'est des facteurs de risque qu'il faut rechercher à l'interrogatoire dans l'historique du patient. Ces facteurs de risque comportent le fait d'avoir été antérieurement colonisé ou infecté à entérobactéries sécrétrices de BLSE, d'avoir été exposé à une antibiothérapie à fort impact écologique, d'avoir voyagé dans une zone d'endémie de bactéries multirésistantes dans les 3 mois précédents, et toutes les infections urinaires associées aux soins ou survenant chez des patients vivant dans un établissement de soins. S'il n'y a pas de facteur de risque d'entérobactéries sécrétrices de BLSE, la bêta-lactamine sera une céphalosporine de 3e génération, donc en pratique, ceftriaxone ou céfotaxime. S'il y a des facteurs de risque d'entérobactéries sécrétrices de BLSE, la bêta-lactamine sera un carbapénème au cours du choc septique, éventuellement la tazocilline s'il n'y a pas de choc septique et si on dispose de l'antibiogramme de l'entérobactérie sécrétrice de BLSE et que celle-ci est sensible à la tazocilline. L'antibiothérapie sera là aussi secondairement adaptée à l'antibiogramme selon les mêmes règles que pour les pyélonéphrite aiguë non graves et donc poursuivie pour une durée de 10 à 14 jours. Et quelles sont les particularités des infections urinaires masculines? Comme on l'a dit la dernière fois, le paradigme actuellement en vigueur, c'est de se dire qu'il y a potentiellement toujours une atteinte de la prostate. Ceci va impacter la nature et la durée du traitement. Ça va probablement changer dans les années à venir avec la reconnaissance à venir de l'entité de la cystite chez l'homme. Mais donc pour le moment, on raisonne comme s'il y avait une prostatite associée. On va proposer une antibiothérapie probabiliste si le patient est fébrile et ou très symptomatique, s'il est fragile. Et sinon, en l'absence de fièvre, en l'absence de fragilité particulière, on peut, comme au cours de la cystite à risque de complications, proposer un traitement différé d'emblée adapté à la documentation. L'antibiothérapie probabiliste, c'est la même qu'au cours des pyélonéphrite aiguës. Une fluoroquinolone en première intention, sauf en cas d'exposition récente, c'est-à-dire dans les 6 mois au fluoroquinolone, et sinon, une céphalosporine de 3e génération, donc ceftriaxone par voie IM ou par voie intraveineuse à l'hôpital. Pour le relais antibiotique, on privilégiera une molécule à bonne diffusion intraprostatique. Et là, les 2 classes antibiotiques clés sont les fluoroquinolones et le triméthoprime sulfaméthoxazole en 2e intention et sinon en 3e intention, les bêta-lactamines. La durée de traitement d'une infection urinaire masculine actuellement est de 14 jours, voire plus pour les molécules autres que les fluoroquinolones, le triméthoprime sulfaméthoxazole et les bêta-lactamines injectables. Le suivi, là encore, est clinique et il faudra penser à traiter une potentielle uropathie sous-jacente favorisant les infections urinaires masculines, en particulier l'hypertrophie bénigne de prostate. Et quelles sont les particularités des infections urinaires chez la femme enceinte? C'est des infections fréquentes avec un impact potentiellement sur la femme enceinte et sur le fœtus, avec un risque notamment de menace d'accouchement prématuré. Elles sont favorisées par l'utérus gravide, avec la présence d'un résidu post-mictionnel, et l'effet relaxant de la progestérone sur les uretères va favoriser la survenue de pyélonéphrite. C'est donc une des seules indications de dépistage et de traitement de la colonisation urinaire, car la colonisation urinaire est associée à un risque accru de pyélonéphrite aiguë gravidique avec toutes ses conséquences sur la maman et le bébé. La colonisation urinaire au cours de la grossesse, elle est dépistée par BU tous les mois, voire par un ECBU d'emblée tous les mois en cas d'antécédent d'infection urinaire. Les choix d'antibiotiques vont être un peu particuliers. Je vous renvoie vers les référentiels avec en fait le choix de molécules compatibles avec la grossesse. Enfin, la dernière particularité, c'est une infection urinaire
au cours de laquelle on va vérifier la stérilisation des urines à l'issue du traitement antibiotique par un ECBU de suivi 8 à 10 jours après la fin du traitement antibiotique. Enfin, pouvez-vous nous parler des infections urinaires associées aux soins? Bien sûr, les infections urinaires associées aux soins sont définies par leur survenue dans les 48 heures après un geste sur les voies urinaires ou la présence de matériel de drainage dans les urines, une sonde urinaire à demeure, une sonde GJ, etc. Et ce, jusqu'à 7 jours suivant le retrait de ce matériel. En termes de physiopathe, il faut souligner le rôle de la sonde urinaire à demeure, qui va agir un peu comme un tuteur, facilitant la remontée des bactéries dans la vessie et donc favorisant grandement les infections urinaires. Il faut savoir que toutes les sondes urinaires à demeure vont se coloniser en quelques jours avec la formation de biofilms. Le ballonnet dans la vessie va être responsable d'une stase vésicale qui, là encore, favorise les infections urinaires. En termes de diagnostic, il faut retenir que la bandelette urinaire n'a pas de place et n'a pas de valeur car la leucocyturie est très fréquente. Le diagnostic d'une infection urinaire sur sonde est compliqué car la bactériurie est très fréquente, justement du fait des phénomènes de biofilm sur la sonde à demeure. Donc le challenge, ça va être de faire la distinction entre colonisation urinaire et véritable infection. Et c'est la clinique qui va nous guider. Est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce qu'il y a des douleurs pelviennes, des douleurs lombaires, etc. Le maître mot, c'est la prévention des infections urinaires associées aux soins. Ce qui passe avant tout par la limitation des indications de sondage urinaire et la réévaluation tous les jours de l'indication de sondage. Retenez qu'il ne faut pas mettre en place de sonde urinaire à demeure juste pour le confort. Une sonde urinaire ne doit être posée que lorsqu'il est crucial de pouvoir mesurer précisément la diurèse ou lorsqu'il existe un problème urologique, par exemple une rétention aiguë d'urine, au cours de laquelle il va évidemment falloir drainer les urines. Merci beaucoup, Dr Anne Conrad. Merci Anthony, à bientôt. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.